de son mode opératoire, de ses, disons, de sa forme d'organisation, ressemble à un peu ce qu'on connaît dans le cadre des marchés publics sous le concept de sourcing. Alors, vous savez, les projets PPP, le succès dépend pour une large part de la profondeur de la préparation qui permet d'en arriver à un projet structuré techniquement, financièrement, mais également sur le plan commercial. Alors, pour vous parler de ce mécanisme de consultation du marché, je vous propose le schéma suivant. On va d'abord, dans le cadre de la première partie de la réflexion, revenir un peu sur ce qui pourrait être considéré comme étant l'objet du market sounding. C'est vrai que c'est une technique de consultation de marché, mais qui porte sur un objet assez particulier. Donc, dans le cadre de cette communication, on reviendra sur l'objet, ou ce qui peut être considéré comme étant l'objet du market sounding. Une fois cette question évacuée, on reviendra un peu sur les acteurs, parce que c'est important, dans le cadre de la préparation de cet exercice de consultation, de bien réussir ce que moi j'appelle le casting, c'est-à-dire le ciblage. Les acteurs, identifier des acteurs qui pourraient être consultés dans le cadre de cet exercice pour que l'objectif qui est attendu puisse être atteint. Une fois les acteurs identifiés, la cible identifiée, il faudra maintenant bien paramétrer le moment d'intervention de l'exercice. Un PPP, c'est un process ponctué par un certain nombre d'étapes. Et les étapes suivent une certaine cohérence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le market sounding ne peut pas être déroulé n'importe quand dans le cadre de ce processus. Il y a un moment précis, privilégié, pertinent, où il faudra administrer cet exercice de market sounding. Donc, comment identifier le moment le plus opportun pour réaliser cet exercice? Une fois maintenant ce moment configuré, il y a des modalités pratiques. Parce que l'exercice, s'il n'est pas effectué dans les conditions prescrites, les objectifs attendus peuvent ne pas être atteints. Donc, il faut respecter un certain nombre de procédures, un schéma d'exercice du market sounding. On reviendra dans le quatrième point sur les modalités pratiques. Et finalement, pour vous aider un peu dans le cadre de l'exercice de cet exercice, de contourner, en tout cas de développer des stratégies de contournement et d'évitement des écueils qui seraient de nature à fausser l'exercice, je vais revenir avec vous sur un certain nombre d'écueils qu'il faut bien comprendre, bien cerner, pour que demain, dans le cadre de l'exercice, vous puissiez les contourner. Et je terminerai ma communication sur un certain nombre de recommandations que je considère comme étant les clés de réussite du sondage. Parce que le market sounding, c'est le sondage de marché. Donc, quelles sont les recommandations qu'il faudra garder en bandoulière pour pouvoir réussir cet exercice? Donc, voilà le schéma de la réflexion qui vous sera présente. Maintenant, en gage d'introduction, comme j'ai vu à le dire tout à l'heure dans le cadre de mon propos liminaire, le succès d'un projet PPP est fonction de la qualité de l'évaluation. Et certains le disent, non pas sans tort, que PPP finalement peut être défini comme preparation, preparation et preparation. Donc, les résultats ou les objectifs qui sont assignés à un projet ne pourront jamais être atteints et réalisés si une préparation sérieuse du projet n'est pas organisée. Donc, le succès du projet dépend en quelque sorte du niveau et de la profondeur de sa préparation. Et quand on parle de préparation, c'est des étapes qui s'enfilent, qui se suivent. Et l'étape qui constitue l'acte premier du processus de préparation des projets, c'est l'identification et l'examen préliminaire du projet. Et ça, c'est extrêmement important. Je ne connais pas le contexte camerounais,
Je ne connais pas non plus le contexte gabonais, mais ici au Sénégal, moi, je connais un certain nombre de projets qui n'ont pas atteint les objectifs attendus parce que simplement, cette phase-là a été escamotée. Et l'exemple que je donne le plus souvent, dans le cadre de mes conférences et de mes cours, c'est la passerelle qui a été construite devant l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un tunnel, excusez-moi. Un tunnel qui a englouti beaucoup de ressources budgétaires, qui nous a coûté énormément de ressources budgétaires, mais qui aujourd'hui n'est pas emprunté par les étudiants. Donc l'objectif de permettre aux étudiants de passer par le tunnel pour ne pas encombrer une avenue qui est fortement fréquentée, qui se trouve être l'avenue Cheikh Anta Diop, cet objectif-là n'est pas atteint parce que les étudiants continuent à traverser l'avenue en passant par-dessus le tunnel et pas dans le tunnel. Finalement, cet ouvrage ne sert à rien. Et si on en est arrivé à ce résultat particulièrement lamentable, c'est parce que quelque part, le travail d'identification et d'examen préliminaire du projet, qui est le préalable du processus de préparation, ce travail-là n'a pas été, soit n'a pas été fait, soit n'a pas été fait de façon correcte. Malheureusement, ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais comprenez que tout commence par ça, l'identification. Et c'est là où l'autorité contractante, par rapport à un besoin, identifie le projet le plus pertinent pour prendre en charge le besoin. Et là, permettez-moi de vous dire qu'un projet, en réalité, n'est qu'une solution pour prendre en charge un besoin. C'est ça la définition, moi, que je donne à un projet. C'est la solution qui permet de régler un besoin. Maintenant, une fois le projet identifié, il faut procéder à sa délimitation. Je donne un exemple, si vous devez faire une autoroute, il faudra très rapidement régler dès le départ quelle est la dimension de l'autoroute que vous voulez réaliser. Est-ce que c'est une autoroute à 2 x 2 voies, 3 x 2 voies extensibles? Quel est le linéaire sur lequel l'autoroute doit être implantée? Toutes ces questions-là, vous devez les régler. Et en réglant la question de la délimitation, c'est-à-dire la portée du projet, ça vous permet de donner un certain nombre, ça vous permet d'aboutir à un certain nombre de considérations objectives qui autorisent une évaluation du projet. Parce que dès que vous savez que vous voulez construire une maison à 2 étages, là, vous pouvez très rapidement voir quel sera le coût de ce projet. Donc, la délimitation confère et génère un certain nombre d'informations qui sont utiles pour la modélisation financière du projet. Donc, ça permet d'avoir la taille, ça permet de procéder à l'évaluation, et après l'évaluation, ça vous permettra de voir quelles sont les ressources qu'il faudra mobiliser. Ensuite, qu'est-ce que le projet peut générer en termes de recettes, tout ça, dans le cadre d'un exercice de modélisation. C'est des questions que je vais effleurer aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet de la communication. Donc, dès le départ, vous faites la faisabilité technique pour aboutir après à la faisabilité commerciale. Donc, maintenant, une fois ces analyses-là réalisées en termes d'analyse technique, de faisabilité commerciale, d'évaluation, etc., et d'une modélisation préliminaire du projet, à partir de ce moment, l'autorité contractante aboutit à un certain nombre de certitudes, à un certain nombre de données, mais qui restent préliminaires, parce que c'est sa compréhension du projet. N'oubliez pas qu'à ce moment, l'autorité contractante est dans ses laboratoires. Quand je parle de laboratoire, c'est l'autorité contractante travaille avec ses experts internes pour aboutir à tout ça. Maintenant, quand l'autorité contractante aura fini de faire tout ça, n'oubliez pas que nous sommes dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie qui doit être gérée, paramétrée par le public, mais ce que prépare la partie publique ne peut connaître un début de réalisation et d'exécution que si le privé y adhère. À partir de ce moment, il faudra consulter le privé. Et c'est là maintenant tout le sens du market funding. Donc, quand l'autorité contractante stabilise un certain nombre de données sur le plan technique et commercial, mais avant de continuer sur la préparation du projet, l'autorité contractante prend le parti et la décision d'aller sur le marché pour apprécier la robustesse des premières conclusions auxquelles elle a abouti à l'issue de ces premières analyses. Et c'est là maintenant où intervient le market funding. Finalement, le market funding, c'est quoi? C'est un outil de communication, mais c'est également un outil de validation. Pourquoi outil de communication?
Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'analyses qui sont déjà faites par l'autorité compétente. L'autorité compétente maintenant investit le marché. Maintenant, pour recueillir ces observations et son feedback, pour dire à l'administration, aux opérateurs et au marché de façon générale, j'utilise le terme marché, on reviendra après sur la teneur scientifique du concept de marché. L'autorité compétente investit le marché pour dire, voilà un projet que j'ai, voilà ce que j'ai déjà fait, voilà les premiers résultats auxquels j'ai abouti. Ah, ça, c'est important pour le marché. Parce que ça permet au marché, parce que vous savez, le marché est à la quête d'opportunités. Et là, on lui présente une opportunité. Ça permet au marché de s'ajuster, de programmer ses investissements. Si l'opportunité qui est présentée par l'administration présente un intérêt particulier pour le marché va se positionner. Donc, un outil d'information, on informe le marché, on lui présente une opportunité. Un outil de validation, parce que ça permet également au marché de donner à l'administration un feedback pour lui dire, le projet idéalement est intéressant, mais la solution que vous êtes en train de développer mérite d'être ajustée. Parce que si vous continuez dans ce sens, peut-être que demain, vous n'aurez pas le financement. Ou si vous continuez dans ce sens, le projet par rapport à la technologie qui est utilisée, après 5 ans d'exploitation, la technologie risque d'être dépassée. Et ça, c'est des situations que nous avons connues, nous, dans le cadre de notre projet. Je peux donner un exemple, ici au Sénégal, dans le cadre du TER, il était question d'utiliser la 4G. Ce n'est que très tardivement dans la préparation que la Sonatel, c'était la Sonatel en l'espèce, qui est un élément du marché, qui a dit, mais aujourd'hui, c'est la 4G, mais puisque le projet, c'est sur une longue période, avant sa mise en service, la 5G sera disponible. Donc, autant configurer dès maintenant le projet par rapport à la 5G. Et ça, c'est l'opérateur qui donne l'information. Donc, le market funding, finalement, c'est un outil de validation par rapport à la solution que vous avez envisagée. Vous recueillez l'avis du marché qui vous permet de procéder à un ajustement de la solution, ou en tout cas des conclusions, des premières conclusions que vous avez arrêtées. Donc, finalement, la question est de savoir qu'est-ce qu'on attend d'un market funding? Quel peut être l'objectif d'un market funding? Pourquoi est-il nécessaire d'aller sur le marché au cours de la préparation d'un projet public? Finalement, c'est pour chercher quoi? C'est pour chercher un alignement avec les intérêts du marché. Et là, je retourne sur le concept de partenariat public-privé. Ça ne sert à rien pour la partie publique de s'enfermer, de préparer un projet pour après se rendre compte que ce projet n'intéresse pas le marché. Donc, un alignement avec les intérêts du marché. Ça permet également à l'administration d'assurer une prise en charge précoce des problèmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec Apix, à qui Sonatel dit la 4G n'est pas la solution la plus optimale, parce qu'au moment de la mise en service du projet, la 5G serait déjà opérationnelle. Donc, voyez un peu, ça permet rapidement de prendre en charge un certain nombre de contraintes. Et ça permet de susciter aussi la bonne. N'oubliez pas que c'est un outil d'information. Donc, finalement, vous informez tout le monde. Et en informant tout le monde, chacun se prépare, si évidemment il est intéressé, et ça permet de développer un peu la concurrence. Donc, ça permet aussi d'obtenir un feedback structurel du marché. Ça, on en a parlé tout à l'heure, je ne reviendrai pas. Donc, quel est l'objet du sondage? Alors, sur quoi on doit sonder le marché? Sur quoi? Vous préparez un projet, nécessairement, avec vos études, vous avez des certitudes sur certains aspects du projet, mais sur d'autres, il peut y avoir des incertitudes. Par exemple, il peut y avoir des incertitudes sur la solution technologique, sur la dimension financière du projet. Vous pouvez être très confortable, connaissez un peu quelles sont les masses financières, quelles sont les projections financières qui sont envisageables, quelles sont les recettes qu'on peut récolter de ce projet. Ça, vous maîtrisez. Mais par contre, sur la solution technique, vous pouvez avoir des difficultés, vous pouvez avoir quelques incertitudes. Vous pouvez avoir des incertitudes sur la portée du projet. Est-ce qu'il est préférable de faire une autoroute à 2 fois 2 voies? Est-ce qu'il faut faire 2 fois 2 voies sur un tronçon et continuer sur une, etc. Sur la dimension technique du projet, sur le régime de paiement. Vous dites, ben, est-ce que finalement, il est préférable de faire un PPP à paiement par les usagers? Est-ce qu'avec l'étude du marché, est-ce que les citoyens accepteront d'utiliser l'autoroute? S'ils acceptent d'utiliser l'autoroute, est-ce que le prix auquel on s'attend
et qui sont prêts à le payer, n'est-ce pas? Ou bien vous dites non, il y a tellement d'incertitudes sur cet aspect-là qu'il est préférable que l'administration paye et que vous puissiez aller vers ce qu'on appelle un PPP à paiement public. Donc, si ces aspects-là, si vous avez des incertitudes, il est important d'aller sur le marché pour recueillir leurs observations. Mais ce n'est pas que ça. Il y a également la question de l'allocation des risques. Vous savez, dans un projet PPP, il y a un partage des risques. Parce qu'un projet nécessairement comporte des risques. Parce que dans le cadre d'un projet PPP, on confie à l'opérateur une mission globale. Et quand vous confiez une mission à quelqu'un, nécessairement, vous lui transférez un risque. Quand vous dites à quelqu'un, c'est à vous qui revient la responsabilité de procéder à la conception du projet, il y a un risque de conception. Quand vous dites à quelqu'un, c'est vous qui devez construire dans les délais, il y a un risque de construction. Quand vous dites à quelqu'un, c'est vous qui devez assurer l'exploitation commerciale, il y a un risque commercial. Quand vous dites à quelqu'un, vous devez concevoir la solution technologique la mieux adaptée, il y a un risque technologique. Quand vous dites à quelqu'un, vous devez tracer une autoroute qui doit traverser un parc archéologique, il y a un risque archéologique et environnemental. Donc, il y a des risques. Et tous ces risques-là, il faudra, dans le cadre d'une analyse particulièrement rigoureuse et sérieuse, identifier les risques à travers un outil qu'on appelle le registre des risques. Vous les énumérez et de façon la plus exhaustive possible. C'est le préalable. Une fois le risque maintenant identifié, il faudra l'analyser pour mesurer un peu son degré d'occurrence. Est-ce que c'est un risque sévère, modéré, faible? Donc, mesurer le risque. Ensuite, mesurer également sa probabilité. Et à partir de ce moment, il faudra évaluer le risque. Quel est l'impact financier du risque? Parce qu'un risque a forcément une valeur. Il y a même possibilité, il y a une formule pour calculer la valeur du risque. C'est là où, moi j'ai l'habitude de dire qu'il faut, l'administration doit faire attention. Parce que dans le cas de cet exercice-là, l'objectif, ce n'est pas de transférer de façon automatique les risques au privé. Parce que ne vous y trompez pas. Si vous faites de la négociation, vous faites du lobbying pour transférer les risques au privé, mais le privé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le risque. Il va évaluer sa valeur et il va le mettre sur le prix. Donc finalement, c'est vous qui devez payer le risque. Alors que peut-être, si vous aviez gardé le risque, vous êtes mieux placé, vous avez les meilleures aptitudes pour faire face à ce risque. Je donne un exemple. Le risque de disponibilité des terres. Vous savez, l'État, dans le cadre de la réalisation des projets publics, l'État a ce qu'on appelle la possibilité de procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce que le privé ne peut pas faire. Alors, si maintenant vous dites au privé, c'est vous qui devez vous débrouiller pour que le site soit disponible, le site va rencontrer les propriétaires, il va marchander le prix, et les propriétaires, généralement, ils vont céder le terrain à un prix très fort. Alors que si c'est l'État qui a le risque, l'État va invoquer juste le caractère d'utilité publique du projet pour procéder après à ce qu'on appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. Et l'État, généralement, les prix qui sont payés dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et pour parler droit, l'indemnité qui est payée, généralement, c'est une indemnité qui est calculée sur la base d'un barème. Et dans la plupart de nos pays africains, ces barèmes-là, c'est des barèmes qui datent de très longtemps et qui vont conduire à des indemnités très faibles. Donc, vous voyez un peu. Alors que si l'État transfère au privé, le privé va calculer le prix qu'il a payé au propriétaire qui aura vendu son terrain ou sa villa très cher. Le privé va répercuter ce prix-là sur l'offre financière qui sera facturée à l'État. Donc, voyez un peu. Donc, dans l'exercice de répartition et d'allocation des risques, il faudra faire très attention et veiller à ce que la partie à qui on confie le risque soit celle qui présente les meilleures aptitudes pour y faire face. Et maintenant, dans le cadre de votre analyse, après une allocation préliminaire des risques, il est important d'écouter le privé sur ce que vous avez arrêté en termes d'allocation pour avoir un feedback qui te permet un peu de procéder à un ajustement. Les questions également tenant à la dette, l'impôt, les questions comptables et budgétaires, là également, c'est des questions sur lesquelles il faudra également entendre le privé. Le chronogramme, parce qu'il y a un délai pour la réalisation. Là également, le privé, il faut voir, est-ce que le privé peut-être n'a pas des stratégies qui lui permettent d'aller plus vite. Donc, écoutez, sur le délai, sur la durée que vous avez provisoirement retenue, c'est important de maqueter sur ça pour avoir un feedback qui serait de nature à en arriver à la durée la plus optimale. Le schéma contractuel aussi. Vous savez, PPP, il y a plusieurs schémas contractuels qui sont envisageables. Nous, la plupart de nos pays africains, nous avons
retenu deux grandes formes de PPP, les PPP à paiement public et les PPP à paiement par les usagers. Et si vous rentrez dans la catégorie des PPP à paiement par les usagers, vous verrez que là-bas, il y a des contrats, des sous-contrats. Il y a la régie intéressée, il y a l'affermage, il y a la concession. Maintenant, tout ça, c'est les schémas contractuels qui sont envisageables. Alors, sur le schéma que vous avez retenu, il faudra également écouter le privé pour voir le schéma qui serait le plus pertinent, le plus adéquat par rapport aux spécificités de votre projet. Maintenant, les acteurs à consulter. Il ne faut pas aller voir n'importe qui. Il faut aller vers celui qui peut avoir un intérêt au projet. Il faut aller vers quelqu'un qui a de l'expertise, qui puisse justifier un feedback éclairé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller vers des fournisseurs d'infrastructures et de services expérimentés. Sinon, vous perdez votre temps. C'est important. Donc, ça vous permettra de revenir sur toutes les questions qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, si maintenant, le projet n'a jamais été réalisé dans le pays, c'est-à-dire un projet similaire n'a jamais été réalisé, ça veut dire que dans le pays, vous pouvez ne pas avoir quelqu'un qui puisse être expérimenté en la matière. Dans ce cas, il faudra s'ouvrir à l'international. Aller voir les opérateurs internationaux. Mais quand même, il est possible de voir quelqu'un qui n'a pas de l'expérience sur la question, mais qui a de l'expertise, qui a des aptitudes, qui laisse croire que même si l'opérateur ne dispose pas d'une expérience sur la question, compte tenu de son expertise et de ses réalisations connues, il est en mesure de nous assurer un feedback utile pour une meilleure préparation du projet. Et ça, c'est les opérateurs. Il faut également écouter les prêteurs. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on vous dit qu'un contrat de partenariat public-privé est un contrat complexe. Il y a l'écosystème du contrat de partenariat public-privé. Dans l'écosystème, vous avez tout le monde. Vous avez l'administration, vous avez les opérateurs, vous avez les investisseurs, vous avez les constructeurs, vous avez les prêteurs, vous avez les assureurs, vous avez les fonds de pension et de retraite, vous avez les fonds d'investissement. Vous avez beaucoup d'acteurs. Et généralement, il y a des contrats avec tous ces acteurs autour de ce contrat de partenariat public-privé. C'est pourquoi, quelque part, on vous parle de contrats accessoires au contrat de partenariat public-privé. Les contrats accessoires antérieurs et les contrats accessoires postérieurs. Après que le contrat de partenariat public-privé est signé, il y a d'autres contrats qui peuvent, subséquents, qui interviennent après. Avant qu'il ne soit signé, il y a d'autres contrats qui interviennent avant. Donc, il y a une périphérie, il y a un écosystème relativement au contrat de partenariat public-privé. Et dans cet écosystème, il y a des prêteurs. Les prêteurs également, il faut les écouter. Parce qu'en définitive, c'est eux qui financent. Ils ne financeront pas si le projet n'est pas techniquement viable. Parce que c'est parce que le projet est techniquement viable qu'il sera en mesure de générer des recettes permettant le remboursement. Ils ne financeront pas si le projet n'est pas techniquement et commercialement viable. Ils vont regarder tous ces aspects. Ils vont regarder la qualité des acteurs. Ils vont regarder l'administration qui intervient. Ils vont regarder l'opérateur les opérateurs qui sont ciblés. Ils vont regarder tout ça. Ils vont regarder l'économie du contrat. Donc, les prêteurs également, il faut les écouter au cours de ce market sounding pour avoir leur feedback. Les investisseurs. Vous savez, un PPP, par rapport à son financement, et ça, tout le monde le sait, dans le cadre des PPP, le mode de financement le plus suscité, c'est la project finance, qui n'a rien à voir avec la corporate finance. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de la communication. À côté de la project finance, il y a également un mode de financement qu'on appelle la staple finance, qui est également utilisé dans le cadre des PPP, mais de façon beaucoup plus rare. Le mode de financement le plus connu dans le cadre des PPP, c'est la project finance. Et quand on parle de project finance, c'est que ici, le financement repose sur le projet et sa capacité de générer des ressources. Et donc, le prêteur qui finance regarde le projet. Donc, avant de stabiliser sa configuration définitive, il faut que le prêteur puisse avoir son mot sur ce qui a été retenu et ce qui est en train d'être développé. C'est là où écouter les prêteurs, c'est important. Mais à côté des prêteurs, il n'y a pas que les prêteurs qui participent dans le financement. Parce que dans un projet PPP, il y a une part de dette et une part de capitaux propres. La part de dette, c'est les prêteurs. La part de capitaux propres, c'est les investisseurs. Et les investisseurs, c'est les gens, c'est les fonds de pension, c'est les assurances, les fonds de retraite qui viennent investir. Mais ceux-là, oui, aussi également, il faut les écouter. Leur présenter le projet, pour d'abord susciter leur intérêt, mais ensuite recevoir leur feedback. Les banques multilatérales, et ça, il faut le mettre dans le lot des prêteurs. Et les prêteurs, c'est les banques multilatérales, c'est les banques commerciales. Les prêteurs, c'est qui? C'est également les agences d'exportation.
les crédits d'exploitation que vous connaissez très bien. Alors, voilà les acteurs qui généralement participent au financement des projets sous forme de prêt. Maintenant, le temps du sondage, à quel moment il faut le faire? Alors, dans la doctrine PPP, il est considéré qu'il est préférable d'envisager un market sounding ni de façon prématurée, ni de façon tardive. Ni de façon prématurée, ni de façon tardive. Parce que si c'est prématuré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez consulter le marché sur un projet que vous n'avez pas encore configuré. C'est-à-dire qu'il y a un problème de lisibilité. Le marché ne comprend pas ce que tu veux. Si vous le faites de façon tardive, ça veut dire que vous allez consulter le marché alors que vous avez fini de stabiliser votre projet. Finalement, le feedback du marché est tardif. Donc, c'est entre les deux. C'est au milieu de la préparation. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand on finit l'évaluation technique, l'évaluation commerciale, et qu'on avance un peu sur la modélisation financière qu'il faut aller rapidement voir le marché avant de continuer. Donc, c'est au milieu de l'évaluation préalable. Donc, retenez que le market sounding ne doit être ni prématuré, ni tardif. Ni prématuré, ni tardif. Alors, quelles sont les modalités? Comment s'y prendre? Alors, généralement, il y a deux schémas. Il y a ce qu'on appelle les rencontres. Il y a trois formes, excusez-moi. On peut organiser des rencontres avec les opérateurs. Et quand je parle d'opérateurs, c'est prêteurs, investisseurs, les opérateurs, constructeurs, c'est tout le monde. Hein. Ça peut être des rencontres individuelles. C'est ça qu'on appelle la consultation sous forme de tunnel. Rencontres individuelles. Vous les rencontrez individuellement pour éviter un peu des interférences négatives qui seraient de nature à nuire le projet. Ou bien des rencontres collectives. Mais ce sera donc, si c'est des rencontres collectives, il faut que ça soit rigoureusement organisé. L'autre schéma, c'est de faire la publication du projet en ligne, ce qu'on appelle the Project Information Memorandum, PIM. Faites un résumé du projet, vous mettez ça en ligne. Et vous donnez maintenant l'accès à des opérateurs qui viennent rentrer et maintenant faire des observations. Et la dernière formule, c'est de faire un questionnaire sur les aspects les plus importants du projet. Et vous demandez à des opérateurs, vous distribuez les questionnaires aux opérateurs, vous demandez de donner, de renseigner, de répondre, de donner des informations. Questionnaire. D'accord? Donc voilà les trois schémas qui sont posés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter comme confusion? Et là, je le martèle tout de suite. Le market sounding n'est pas une soumission. Il ne s'agit pas de dire aux opérateurs, dites-nous quelle est votre offre technique. Vous ne cherchez pas des offres. Vous cherchez un feedback. Il faut que les opérateurs comprennent qu'on n'est pas dans une situation de soumission. Il ne s'agit pas de recevoir des offres. Il s'agit de recevoir des observations. Évitez cette confusion. Ensuite, il faut des questions fermées sur ce que vous voulez. Parce que quand les questions sont très ouvertes, les gens prennent des libertés. C'est-à-dire, interpeller, si vous utilisez par exemple des questionnaires ou vous êtes dans le cadre de rencontres individuelles ou collectives, c'est-à-dire poser des questions fermées sur ce que vous voulez. C'est important. Et l'autre aspect également, c'est le manque d'expertise et d'autorité de l'équipe de sondage. Vous savez, le marché, il faut que vous soyez respecté. Il faut que l'administration confie le sondage à des gens qui ont de l'expertise, capables de comprendre les privés et de discuter de façon purement scientifique avec un niveau d'expertise, mais acceptable. Sinon, vous allez rencontrer des opérateurs qui vont élever le débat et que vos experts risquent de se perdre. Donc, il faut qu'il y ait des gens suffisamment qualifiés qui comprennent le projet dans ses différentes implications, la dimension technique, juridique, financière, etc., de véritables experts pour conduire le projet. Il faut également, maintenant, comme recommandation, et c'est le dernier point, il est recommandé de s'assurer que l'exercice de sondage de marché soit en ligne avec les systèmes de passation de marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre réglementation, rien ne devrait l'exclure. Il ne faut pas qu'il y ait une contradiction de l'exercice en termes d'organisation du market sounding par rapport aux prescriptions de votre réglementation. Comme recommandation aussi, c'est l'expertise aussi. C'est-à-dire il faut que ceux qui conduisent le market sounding puissent avoir une capacité d'anticipation sur
sur les réactions des opérateurs. Parce que sinon aussi, n'oubliez pas, l'opérateur, il y a quelque part un esprit malicieux. Il peut vous entraîner vers des pistes pour peut-être privilégier la solution qu'ils vous proposeront demain, pour que demain, quand vous ouvrez la mise en concurrence, qu'ils puissent avoir une longueur d'avance sur les autres. Ça, il faut se percevoir. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, le market sounding ne doit pas être effectué à un stade précoce par rapport au développement du projet. La documentation, les opérateurs aussi doivent avoir une bonne compréhension du projet pour qu'ils puissent comprendre le projet. Il faut donc mettre à disposition une documentation et poser de bonnes questions. Et si la question n'est pas comprise, procéder à la reformulation. Le règlement du market sounding, il faut que le règlement soit clair, le process soit décrit pour qu'on puisse comprendre, qu'on documente le process. Alors, le format individuel, on en a parlé tout à l'heure, c'est une possibilité à côté du format collectif. Alors maintenant, le format individuel, ce n'est pas très recommandé parce qu'il y a des risques de collusion, mais il ne faut pas se fermer de cette possibilité, c'est possible. Hein? Mais généralement, il est conseillé, quand vous utilisez le format individuel, d'utiliser ce qu'on appelle, soit d'enregistrer les rencontres individuelles pour éviter des collusions, soit faire appel à ce qu'on appelle un référent qui veillera à ce que les questions d'intégrité soient suffisamment prises en charge. Un référent, j'allais dire un référent déontologique, hein, qui veille à ce que les gens, qu'il n'y ait pas de collision, parce que si c'est un opérateur à l'administration, on contact direct, vous voyez ce que ça peut faire en termes de risque sur l'intégrité. D'accord? Alors donc, les documents de synthèse, ça dit que chaque fois que vous avez des réunions, il faut également des comptes rendus, des documents pour retracer tout ça, pour que demain, après l'administration, puisse avoir la documentation qui sera exploitée pour tirer le meilleur profit du feedback reçu du privé. Ne pas s'attarder sur des propositions commerciales, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans le cadre d'une soumission, on ne cherche pas d'offres. On ne cherche pas d'offres. Élargir la cible. La cible, ce n'est pas que les constructeurs, ce n'est pas que les opérateurs, ce n'est pas que les prêteurs, ce n'est pas que les investisseurs. Élargir autant que possible. Ne pas s'adresser aux opérateurs comme des soumissionnaires. On n'est pas dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Et maintenant, pour la transparence, alors il faut documenter les réunions, les décisions. Il faut partager la documentation. Il faut inviter un auditeur, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le référent déontologique, qui sera là quand on est dans le cadre de rencontres individuelles pour éviter. Il faut enregistrer aussi les réunions individuelles pour éviter que les gens puissent se livrer à des pratiques peu orthodoxes ou peu recommandables qui seraient de nature à porter atteinte à l'intégrité de cette procédure. Voilà, c'est ce mot-là que je voudrais clore ma communication tout en me rendant disponible pour accueillir vos questions et tenter d'y apporter un certain nombre de clarifications. Je vous remercie et je retourne la parole au modérateur. Bien. Merci beaucoup, M. Moustapha Litté. Un excellent exposé vraiment sur l'outil du market sounding dans le cadre des PPP. Actuellement, on arrivait à trouver certaines ressemblances avec le sourcing dans le cadre des marchés aussi. Sauf que dans le cadre des PPP, c'est hautement technique, comme on a pu le constater. Vous avez pris sur vous, de façon pédagogique, de nous rappeler l'objet, les acteurs, le temps, les modalités pratiques, les écueils. Et même, vous avez proposé aussi des solutions au sortir de votre présentation, ce qui nous semble assez exhaustif. Bon, même si derrière, je crois qu'il y a certainement des détails qu'on n'avait pas voulu soulever, mais c'est assez exhaustif pour quelque chose qui ressemble vraiment à la pratique qui est commune dans le cadre des marchés publics, du sourcing. Donc, le market sounding aussi, vous avez rappelé combien ça pouvait nous amener dans les détails dans le cadre de l'évaluation de la faisabilité d'un projet. Et nous avons compris toute l'importance que cet outil pouvait être entre les mains à la fois des partenaires publics et puis des partenaires privés, surtout pour les partenaires privés avec un risque dans le cadre de la délimitation, comme vous l'avez dit, des risques. Il est possible que les acteurs privés du marché puissent s'en servir à leur profit. Donc, d'où l'importance de vraiment s'équiper des experts et des atouts positifs
pour le public afin de pouvoir procéder au meilleur encadrement de cette démarche qui vise en fait à évaluer la faisabilité d'un projet. Donc, il y a énormément de choses techniques qui ont été dites. Je suppose qu'il y aura aussi des questions. Je vois déjà une main levée. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez prendre la parole, on va ouvrir le micro des uns et des autres. Déjà, je vais accorder la parole à, je crois, c'est iPhone, certainement, qui a une question à formuler au présentateur. iPhone, vous avez la parole. Vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Ok, bonsoir à tous et vraiment merci pour l'exposé qui a été, pour le déroulé des informations, ça a été vraiment très clair et limpide. Mais après, j'avais une petite préoccupation parce qu'on sait que dans les PPP, on peut faire une offre spontanée. Et je me demandais que quand on a les offres spontanées, à quel moment on fait le market sounding? Je crois que ça, c'était ma préoccupation en fait. Merci. Très bien, je vais passer la parole à Mustapha pour répondre. Cordo, vous avez la parole. John-Éric, merci beaucoup. Est-ce qu'il n'est pas préférable de prendre 2-3 questions? Parce que des fois, les questions peuvent avoir des implications, de sorte à permettre de les prendre en charge dans le cadre d'une seule réponse. Bon, maintenant, c'est vous qui décidez, hein? D'accord. Bon, c'est vrai que je me suis dit que c'était une prise de parole, peut-être dans le cadre d'un amendement, mais comme vous l'avez dit, c'est une meilleure proposition. Donc, on va relever déjà cette question de Anaïs. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre préoccupation? Je n'ai pas consulté le chat entre-temps. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation, s'il vous plaît? Même dans le cadre d'un amendement ou bien une remarque personnelle, hein, n'hésitez pas à poser une question, poser vos questions dans le chat. Bon, en attendant que les autres soient posés, bon, je pense que je vais laisser le... Bonsoir tout le monde. Ah, bonsoir, Monsieur Moussa. Oui, c'est Moussa Ndour. Ah, Moussa Ndour. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien. D'accord. Je vous cède la parole, alors vous pouvez formuler votre question. Alors, merci pour cette initiative. Merci au présentateur, notre maître Dité. On vous salue, cher ami. Alors, donc, je voudrais poser simplement une question. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait qu'il y a un portefeuille de projets au niveau des États. Est-ce qu'il est possible maintenant de faire le market sounding pour tous ces projets-là sans pouvoir lancer déjà le marché? Ou bien ce sont tout simplement les projets qui sont susceptibles d'être lancés qui pourraient faire l'objet de market sounding? Voilà, merci beaucoup. Merci encore pour cette question. OK, on va prendre une troisième question encore. On va prendre une troisième question. Est-ce qu'il y a encore une question, s'il vous plaît? Je crois que c'est un sujet tellement intéressant et qui, dans le cadre des managements des projets, pourrait même faire l'objet de tout un module de formation. Et donc, du coup, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Il faut saluer aussi au passage l'esprit de synthèse du coordonnateur parce que arriver à dire en très peu de mots, c'est ce qu'il a fait sur un sujet qui est vraiment d'une profondeur importante. Là, c'est vraiment à féliciter. Donc, je pense que forcément, ça suscite des questions, des interrogations chez les uns et les autres, surtout pour ceux qui sont des professionnels de gestion de projet, surtout dans le cadre des PPP. N'hésitez pas, on a aujourd'hui la chance, je vais dire peut-être la grâce même, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, je vais simplement lui passer la parole. Il puisse apporter déjà des éclairages sur les deux questions qu'il m'a posées. Merci beaucoup, John-Éric. Ouais. Par rapport à la première question, je crois que c'est Alimatou Sadia, c'est ça, non? Je ne sais pas, ou c'est... Non, c'était Anaïs. Anaïs, voilà. Ouais. Alors, Anaïs, pour répondre à votre question, vous savez, vous avez parlé d'offres spontanées.
nous, dans le cadre de notre réglementation, on a utilisé le concept d'offre d'initiative privée. Si vous allez en France, ils parlent d'offres non sollicitées, mais je considère simplement que c'est un jeu sémantique et que la réalité scientifique que couvre ces concepts est presque la même. Parce que dans tous les cas, c'est un privé qui se propose de réaliser un projet, soit de réaliser un projet pour l'administration. Et je dis bien soit de proposer, soit de réaliser, soit de préparer, parce que nous, dans le cadre de notre réglementation, nous avons développé deux variantes d'offres d'initiative privée. Nous avons ce qu'on appelle l'offre d'initiative privée de préparation, par laquelle un privé vient proposer à l'administration le développement d'un projet, mais pas sa réalisation. Et quand je parle de développement d'un projet, c'est-à-dire la réalisation des études qui sont de nature à générer un certain nombre d'informations et de considérations permettant de procéder à la structuration technique, financière et commerciale du projet. Et quand le privé est moins ambitieux, pour ne s'arrêter qu'à ça, on est dans le cadre de ce qu'on appelle l'offre d'initiative privée de préparation. Et cette offre d'initiative privée de préparation est différente de l'offre d'initiative privée de réalisation, où le privé devient beaucoup plus ambitieux en disant à l'administration, je me propose, parce que le projet cadre avec vos objectifs de développement et d'investissement, je me propose de vous développer les études et de procéder à sa réalisation. Il est plus ambitieux dans ses objectifs. Et dans ce cas précis, on est dans ce qu'on appelle l'offre d'initiative privée de réalisation. Mais dans tous les cas, toutes choses étant égales par ailleurs, le privé fait les études. Et d'ailleurs, si vous regardez la réglementation, par rapport à l'offre d'initiative privée de réalisation, l'offre n'est pas acceptable. Parce qu'il y a la question de la recevabilité et de l'acceptabilité, qui sont des questions qui sont paramétrées dans notre réglementation. L'acceptabilité et la recevabilité. C'est la recevabilité d'abord, ensuite c'est l'acceptabilité. Et l'offre n'est pas acceptable, je dis bien acceptable, je ne parle pas de la recevabilité, que si les études faites par le privé sont de nature à établir la viabilité technique et financière du projet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dans le cadre de l'offre d'initiative privée de réalisation, les études sont déjà faites, le projet est déjà structuré. Maintenant, avant d'accepter, ou une fois accepté, le projet une fois accepté, l'autorité contractante doit faire ce qu'on appelle la contre-expertise du projet. C'est-à-dire les études qui sont faites, parce qu'il faut le rappeler, hein, l'analyse d'un projet de la perspective du public n'est pas la même chose que l'analyse du projet de la perspective du privé. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. La partie publique est dans une perspective de rentabilité socio-économique, alors que la partie privée est dans une perspective de rentabilité financière et quelque part commerciale, mais pas socio-économique. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout projet doit faire l'objet d'une double évaluation. Évaluation par la partie publique par rapport à ses préoccupations particulières, mais également évaluation et analyse par la partie privée par rapport à ses préoccupations particulières. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le privé aura fini de faire ses analyses, l'administration a l'obligation de faire une contre-expertise de toutes ces études-là. Maintenant, en faisant la contre-expertise, si vous vous rendez compte que ce qui a été préparé par la partie publique mais a atteint un niveau d'élaboration suffisant en termes de structuration technique et financière, le market sounding devient inopportun. Inopportun, ça ne sert à rien. Mais par contre, si vous considérez que le projet, quand bien même il a fait l'objet d'une analyse par le privé, permettant d'aboutir à un certain nombre de conclusions et de considérations en termes de structuration financière et technique, avant de vous être proposé. Si vous considérez que l'étude, il y a des aspects, un certain nombre d'aspects sur lesquels il serait important de recueillir l'avis du marché, rien ne devrait s'y opposer. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le market sounding, ce n'est pas une prescription légale et réglementaire en termes d'étapes obligatoires. Ça, je dois le préciser.
l'opportunité du market standing est laissée à l'appréciation, je dis pas discrétionnaire, mais souveraine de l'administration. Est laissée à l'appréciation souveraine de l'administration. Quand vous faites un projet, vous êtes obligé de faire l'identification préalable. Vous êtes obligé de faire l'analyse de la faisabilité financière. Vous êtes obligé de faire l'analyse de la faisabilité technique. Mais vous n'êtes pas obligé de faire le market standing. C'est une question d'opportunité en fonction du niveau de maîtrise et de la nécessité de recevoir le feedback du marché. Et ça, c'est une question d'appréciation souveraine de l'administration. Vous ne verrez pas dans la réglementation quelque part, on vous dit, oui, vous devez faire le market standing. D'ailleurs, le terme market standing n'existe même pas dans notre texte, non. Ça n'existe même pas. Le concept n'existe même pas dans. C'est une pratique des PPP. C'est comme le sourcing. Dans le cadre de nos marchés publics, le sourcing n'existe pas. Si vous allez en France, il y a un texte qui organise le sourcing. Nous, le sourcing n'existe pas. Mais fondamentalement, moi, je suis convaincu que dans le cadre d'un marché public, les administrations doivent faire le sourcing. Parce que si vous voulez avoir des ordinateurs, mais comment savoir l'ordinateur qui vous convient, qui est le plus adapté si vous n'en allez pas sur le marché? Comment savoir que le prix, le budget qu'il faut mettre, si vous n'allez pas sur le marché pour demander le prix? Et c'est ça le sourcing. Quand bien même ce n'est pas prévu par notre réglementation dans le cadre de la procédure des marchés publics, dans le cadre de la pratique des marchés publics, à mon avis, les autorités compétentes doivent le faire. Donc, de la même manière, le market standing n'est pas une prescription légale ou réglementaire en termes d'étapes obligatoires, mais c'est une pratique qui permet à l'administration d'avoir un feedback, en tout cas de réussir un alignement avec les intérêts du marché, que l'administration peut utiliser si elle considère qu'elle est opportune, que la pratique est opportune. Donc, voilà ce que je pourrais répondre par rapport à la première question. La deuxième question, elle a été portée par Moussa, que je salue en passant. Moussa de Subdeco, qui fait partie des administratifs de l'université Subdeco, que nous connaissons très bien pour son engagement, non seulement pour la commande publique, mais également pour les partenariats publics-privés. Je crois que sa question, c'était la question de Moussa. Sur Moussa, si tu peux rappeler un peu. Oui, c'était par rapport au portefeuille de projet. Ah, d'accord, très bien. Voilà. En fait, il y a des projets qui sont déjà peut-être dans un portefeuille. Est-ce qu'il est possible de faire le market sounding pour ces projets-là, ou bien il faut qu'on lance nécessairement un projet avant de faire le market sounding? Alors, vous posez une question qui a été évoquée chez nous. Quand on préparait le portefeuille de projet, certains étaient tentés de croire qu'il fallait après faire un market sounding. Moi, j'ai rappelé à tout le monde que dans le cadre du portefeuille de projet, ce que prévoit la réglementation, c'est la publication. Le texte prévoit la formalité de la publication du portefeuille de projet. Et là, je vous renvoie à un article que j'ai publié dans le cadre de notre première newsletter sur les PPP. Newsletter. Dans ce numéro-là, notre premier numéro, j'ai fait un article sur le portefeuille de projet. Pour dire que le portefeuille de projet est un outil de gestion et d'information. Gestion et d'information. Quand on est à l'étape de portefeuille de projet, on n'est pas dans la préparation. Et je viens de dire tout de suite que le market sounding, c'est au cours de la préparation. Donc, quand on est à l'étape de portefeuille de projet, le market sounding n'est pas adéquat, il n'est pas envisageable d'engager ou d'entreprendre en tout cas un market sounding. À ce moment précis, et je signale en passant que nous venons de publier la semaine passée le portefeuille de projet du Sénégal. C'est en ligne, disponible sur notre site, le portefeuille de projet. Donc, le portefeuille de projet ne peut pas faire l'objet de market sounding. Le portefeuille de projet, en ce qui concerne le public, doit faire l'objet d'une publication. Une publication. C'est à peu près, si vous voulez faire un peu de la comparaison avec les marchés publics, dans le cadre des marchés publics, on fait un plan de passation de marché, après on fait un avis général de passation de marché. Et l'avis général, c'est tous les marchés qui doivent faire l'objet d'un appel d'offres ouvert. Dans le cadre de la gestion des PPP, l'avis général n'existe pas. On a prévu un plan de passation de marché, mais il n'y a pas d'avis de portefeuille de projet. Maintenant, si on veut faire dans la comparaison, on peut considérer que ce qui correspond dans le cadre des marchés publics à un avis général de passation correspond dans le cadre des PPP à ce qu'on appelle le portefeuille de projet. Mais c'est une comparaison audacieuse que je fais moi-même. Audacieuse. Donc, portefeuille de projet, c'est publication. Ce n'est pas market sounding, pour me résumer, par rapport à la question de Moussa.
que je salue et que je remercie en passant. Je vous retourne la parole, monsieur le modérateur. Bien, merci beaucoup, Cordo. Merci pour les réponses qui ont été, je pense, assez claires. Sinon, je pense que ceux qui les ont posées vont certainement se prononcer. On va prendre une question avant de passer la parole à monsieur Jean Connet. On va prendre une question qui a été formulée dans le chat. Je vais la lire pour le coordonnateur. Je crois que la question a été posée par monsieur Limba à Albert Limba, qui est membre de la PCPA au passage. Étant donné que l'expérience des opérateurs est grandement requise dans le cadre des PPP, j'aimerais savoir si cela ne compromet pas les chances des opérateurs locaux, surtout les petits opérateurs qui n'ont pas forcément un grand vécu. Aussi, il demande, je crois que c'est une deuxième question, j'aimerais savoir aussi comment le présentateur évalue l'apport des PPP à la promotion de la qualité de service en Afrique. Voilà. Donc, ces deux questions, je reprends la première question. Étant donné que l'expérience des opérateurs est grandement requise dans le cadre des PPP, j'aimerais savoir si cela ne compromet pas les chances des opérateurs locaux, surtout les petits opérateurs qui n'ont pas forcément un grand vécu. Donc, il pose la question dans le cadre de l'expérience des entreprises qui sont sollicitées, peut-être. Aussi, deuxième, j'aimerais savoir comment le présentateur évalue l'apport des PPP à la promotion de la qualité des services en Afrique. Donc, je vais passer la parole à Jean Connet qui va formuler aussi une troisième question et puis je retournerai la parole au présentateur. Monsieur Connet, vous avez la parole. Oui, monsieur Connet, est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez vérifier votre micro parce qu'on a un retour assez désagréable là. Ah, c'est bon? Voilà, donc je disais, allô, vous me recevez? Oui, bonjour, monsieur Connet. Bonjour. Bonjour, John-Éric. Bonjour aux formateurs. Merci de passage pour cette brillante intervention. Moi, je voudrais revenir sur un aspect dont on avait parlé lors de la première séance, sur la durée. Parce qu'en fait, je ne sais pas si les tests de loi statuent sur la durée normale requise pour l'exécution d'un projet de PPP. Donc, je voudrais que le formateur revienne sur cet aspect. Est-ce que les tests de loi régissent une durée normale pour l'exécution d'un projet de PPP? D'accord. Merci, je crois que la question a été notée. Beaucoup de questions qui sont posées en dehors du cadre de la formation, mais bon, ça reste toujours des questions. Et forcément, l'expert va devoir y répondre. Monsieur le coordonnateur, vous avez la parole. Alors, merci, John-Éric. Par rapport à la première question, bon, les deux premières questions, j'allais dire, parce qu'elles ont été posées par le même participant. Je suppose que c'est des questions générales qui ne sont pas forcément en relation directe avec la communication d'aujourd'hui. La question des opérateurs locaux. Alors, c'est une question qui a été une préoccupation forte dans le cadre de l'élaboration de notre cadre juridique. Comment faire de sorte que la croissance soit introvertie et que le développement soit porté par le secteur privé local. Nous, là également, je vous renvoie à un article que peut-être après je pourrais partager avec vous. J'ai écrit un article dans notre quotidien national, Le Soleil. Et le titre de l'article, c'était « La promotion du secteur privé national, la sève nourricière qui a irrigué la réforme ». La promotion du secteur privé national, la sève nourricière qui a irrigué la réforme. Nous, aujourd'hui, pour le Sénégal que je connais le mieux, il n'est pas possible de réaliser un projet PPP sans impliquer un opérateur local. Techniquement, ce n'est pas impossible. C'est impossible. Parce que nous, quand un opérateur vient participer à la procédure de mise en concurrence relativement à un projet PPP, dès qu'il est déclaré attributaire, il doit mettre en place une société de projet. C'est une prescription légale. Et dans le capital de la société de projet, vous devez réserver au moins 33% au secteur privé national. C'est une prescription légale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de réaliser un projet sans impliquer le secteur privé national. Et ce n'est pas que ça. En termes de mécanismes incitatifs de promotion du secteur privé national, il y en a plusieurs. Il y a des préférences. Il y a des régimes de préférences variables
Il y a également même la réservation de projets. Nous, aujourd'hui, au Sénégal, si un projet ne dépasse pas 5 milliards, les autres contractants ont la possibilité de réserver le projet au secteur privé national. Mais c'est une faculté. C'est là où peut-être le législateur n'a pas été suffisamment audacieux. Mais c'est déjà une avancée remarquable. 5 milliards, secteur privé national. Il y a aussi la sous-traitance qui donne droit à un certain nombre de marges de préférence. Quand vous acceptez de sous-traiter 30% du projet, 50% du projet, il y a des marges de préférence qui vous sont accordées. Donc, voyez un peu. Donc, nous, on a quand même enregistré des avancées remarquables dans le sens d'une meilleure implication, pour ne pas dire une implication effective de notre secteur privé national, dans la réalisation des projets publics. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ici ajoute, il y a également le mécanisme de groupement. Si vous êtes opérateur international, vous acceptez de vous allier à un opérateur national dans le cadre d'un groupement, là également, ça vous donne des marges de préférence qui peuvent faciliter l'octroi du projet à votre profit. Donc, aucunement, pour répondre à votre question, le manque d'expertise n'est pas forcément un frein. Parce qu'il y a des mécanismes incitatifs qui sont là et qui sont de nature à favoriser une meilleure implication du secteur privé national dans le développement des projets publics. L'autre question, est-ce que les PPP, par rapport à la qualité des services en Afrique? La question est pertinente parce que PPP, ce n'est pas que des infrastructures à réaliser, mais également le service qui est attendu. L'objectif à travers des PPP, c'est d'en arriver à des infrastructures durables, inclusives et quelque part même climato-intelligentes, mais c'est également la possibilité d'avoir des infrastructures qui puissent servir de support pour la fourniture de services de qualité. Et là, on est dans le cadre des PPP de gestion. Quand le privé gère, on s'attend à ce que le service soit de meilleure qualité. Donc, sur le principe, oui, le PPP est un instrument qui permet d'améliorer, pour ne pas dire de rehausser, la qualité de nos services en Afrique. Parce qu'on met en place un arrangement juridico-financier qui permet d'enfermer le privé dans un régime de performance. PPP, c'est performance. J'ai dit tout à l'heure, PPP, c'est préparation, mais PPP aussi, c'est la performance. Donc, quand on confie le projet en privé, on lui fixe des objectifs de performance. Et quand on parle de performance, c'est la qualité. Maintenant, la question est de savoir dans quelles conditions nos PPP sont préparés, comment ces contrats sont conclus. Mais si on applique toute la rigueur qui convient à la préparation de ces projets, il est clair que les services qui sont les outputs qui sont attendus seront nécessairement de qualité meilleure. Et pour la dernière question, John-Éric, rapidement, un petit rappel. Deuxième question. Monsieur Koné, vous pouvez nous répéter votre question, s'il vous plaît. C'était par rapport à la durée. Est-ce qu'il y a des textes de loi qui régissent la durée d'exécution d'un projet de PPP? D'accord. La durée. La durée. Ordonnateur de vous reçoit. La durée, excusez-moi. La durée dans le cadre des PPP. Bon, d'abord, je parle de la situation mondiale. Si vous allez au Chili, on vous dira que la durée d'un contrat de partenariat public-privé ne peut pas aller au-delà de 50 ans. Au Brésil, on vous dit qu'un contrat de partenariat public-privé ne peut pas aller en deçà de 5 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a certains pays qui ont cherché à encadrer un peu la durée des PPP. Là également, pour ne pas trahir un secret de libération, moi, j'ai eu le privilège d'avoir été dans le comité scientifique qui a écrit des textes au Sénégal. Cette question-là a été évoquée et soulevée. Est-ce qu'il ne faut pas limiter la durée? Est-ce qu'il faut pas fixer un plancher pour la durée? Mais nous, finalement, on a fait le choix de dire on laisse à l'appréciation souveraine des autorités contractantes la responsabilité de paramétrer la durée des contrats en fonction des spécificités de chaque projet. Parce que si vous regardez un peu comment on gère la question de la durée dans le cadre des PPP, c'est en fonction des investissements. Par exemple, quand quelqu'un investit 50 milliards,
il faudra laisser le temps pour pouvoir entrer dans ces investissements. Donc, le volume d'investissement impacte la durée. Les risques du projet impactent la durée. Les disponibilités budgétaires, par exemple, si l'État, on est dans le cadre d'un PPP à paiement public, s'il n'y a pas suffisamment d'espace budgétaire, ça veut dire qu'on ne peut pas demander des paiements assez importants pour l'État. Et plus les paiements de l'État sont faibles, plus la durée doit être longue. Mais par contre, si l'État a beaucoup de disponibilité budgétaire, l'État peut payer en 5 ans, en 10 ans. Mais si l'État n'a pas cette capacité-là, il faut tirer un peu la durée pour permettre à l'État, avec des paiements qui sont raisonnables, d'avoir la possibilité de payer sur une longue période les paiements qui sont attendus dans le cadre de la gestion du projet. Vous voyez un peu. Donc, la durée d'un contrat PPP est fonction du volume d'investissement réalisé par le privé, des contraintes budgétaires de l'État, des risques attachés au projet, des conditions de financement du projet. Parce que si le prêteur, par exemple, parce que ici, et même de la situation économique, parce que par exemple, si le risque pays est très fort, c'est-à-dire que les investisseurs vont demander un TRI très fort. Par exemple, aujourd'hui, le TRI dans les pays d'Afrique subsaharienne, ça tourne autour de 15%. Parce qu'on considère qu'ici, le risque d'investissement est très fort. Dans les pays développés, c'est moins de 10%. Voyez un peu. Tout ça, ça impacte la durée. Parce que si les gens demandent un taux de rendement plus élevé, c'est-à-dire que les dividendes à leur distribuer sera important, il faudra une longue période pour pouvoir mobiliser ces dividendes-là et leur distribuer ces dividendes. Le prêteur qui demande un taux d'intérêt également assez élevé, ça veut dire que si vous remboursez un prêt avec un taux d'intérêt de 15%, la durée ne sera pas la même si le prêt doit être remboursé à un taux d'intérêt de 10%. Vous voyez un peu. Donc, tous ces éléments, c'est des aspects, c'est des questions, c'est des éléments qu'il faut savoir prendre en considération pour configurer la durée du contrat. Donc, la durée du contrat dépend des spécificités intrinsèques du projet. Maintenant, dans certains pays, on a limité la durée maximale. Dans d'autres, on a limité la durée minimale. Nous, au sein de l'UEMOA, la durée n'a pas été encadrée. Tout dépend des spécificités particulières du projet. Très bien, merci beaucoup, Cordo, pour les réponses encore une fois de plus. On va prendre encore quelques questions. Bon, déjà, moi, je vais formuler la mienne, qui a 2 volets. Et j'aimerais savoir, Cordo, est-ce qu'à l'issue d'un process de market sounding, il y a des risques que le marché, ou bien, bon, qu'est-ce que je dis, que le projet, voilà, que le projet soit immature, ou bien il y a des risques que le projet ne soit pas fructueux aussi. Donc, à la fois immature et infructueux. Je m'explique. On peut arriver dans le cadre d'un sondage, à susciter l'intérêt sur la place, sur le marché, à susciter l'intérêt de plusieurs opérateurs qui nous ont fait des retours sur le projet. Mais à l'issue même du sondage, on se rend compte que lorsqu'on lance vraiment la procédure de mise en concurrence, ça c'est dans le cadre de l'infructuosité, on n'a pas d'offre qui nous arrive dans le cadre de ce projet-là. Et pourtant, lorsque le sondage était en place, lorsqu'il était fait, il y a quelques opérateurs qui nous laissaient croire qu'ils devaient participer à la mise en concurrence. Ça, c'est dans le cadre de l'infructuosité. Maintenant, dans le cadre de la maturité, il peut arriver que, puisque je sais que le market sounding, comme tu l'as dit tout à l'heure, coordonnateur, a aussi pour but d'évaluer la faisabilité du projet. Donc, on a pour but de déboucher aussi, en quelque sorte, vers la maturation du projet. Et donc, est-ce qu'il y a des risques qu'à l'issue, le projet ne soit pas suffisamment mature pour être lancé? Peut-être au niveau des prêteurs, on se retrouve face à un problème de bancabilité où aucun prêteur ne veut se lancer dans le projet. Mais alors qu'il a laissé croire aussi qu'effectivement, il était susceptible d'accompagner la personne publique ou la personne privée dans le cadre de ce projet-là. Donc, voilà un peu mes 2 questions, à la fois sur l'immaturité, mais aussi sur l'infructuosité du projet. Ouais, ça, je crois que je ne sais pas, je vais demander s'il y a d'autres questions, comme ça je les soumets directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance, s'il vous plaît? Sinon, je vais laisser la parole
Pardon. Cordo, tu as la parole. Monsieur le professeur, si vous le permettez, je voudrais d'abord faire une clarification sémantique entre maturité et maturation. Parce que la confusion elle est très fréquente dans le cadre de la gestion de projet. Maturation, c'est quand on est dans le process. Maturité, c'est quand le projet a fini son process de maturation. C'est-à-dire, degré de maturation, c'est correct, mais degré de maturité, c'est incorrect. C'est-à-dire, quand on est dans le process de maturation, quel est le degré de maturation du projet? C'est avancé, peu avancé, etc. Mais quand le projet atteint le summum, le projet est à maturité. Ce n'est pas par rapport à vous, hein, professeur, c'est une façon générale parce que c'est une confusion qui est généralement dans le cadre de la gestion des projets. Maintenant, est-ce que dans le cadre du market standing, on peut arriver à abandonner le projet parce qu'on considère que par rapport au feedback reçu du privé et des opérateurs ou du marché pour être beaucoup plus précis, le projet n'est pas viable? Oui, c'est possible. Même si la probabilité peut être très faible. Parce qu'avant d'aller vers le marché, n'oublions pas que l'autorité contractante a fait un certain nombre d'analyses. D'abord, elle a dépassé les études de préfaisabilité. Parce qu'on est dans le cadre de l'évaluation préalable. On a dépassé les études de préfaisabilité qui ont conduit à un certain nombre de conclusions assez rassurantes qui nous ont permis de nous plonger dans l'évaluation préalable. Et dans le cadre de l'évaluation, on a même fait l'étude technique, faisabilité financière, on a fait même la modélisation financière, on en a arrivé à un certain nombre de certitudes par rapport à la faisabilité du projet. Si bien que, certainement, avec le marché, c'est des réajustements et des amendements qui sont attendus. Mais logiquement, le projet devait pouvoir continuer, logiquement. Mais il faut avouer que peut-être que l'administration peut se tromper dans ses analyses et peut-être arrêter un certain nombre de certitudes qui ne sont pas suffisamment solides et que, par exemple, sur le marché, le retour du marché laisse croire que tout ce qui a été retenu en termes de conclusions et de données issues des analyses, ça repose sur rien du tout et que, etc., le projet ne mériterait pas d'être continué. C'est une probabilité qui est là, mais qui, à mon avis, est très faible. Mais logiquement, avec le market standing, c'est des ajustements qui sont attendus. Parce que normalement, l'administration ne doit pas accepter d'aller sur le marché si elle n'a pas un certain nombre de certitudes relatives. Donc là, le privé te donne tu prends en considération ses observations, ses intérêts, ses orientations, son feedback pour ajuster le projet de manière à pouvoir continuer dans le sens qui puisse mettre tout le monde d'accord. C'est ça l'objectif du market standing. Mais encore une fois, c'est des situations qui peuvent arriver, même si statistiquement, elles peuvent être rares. Merci. Très bien, merci beaucoup, Cordo. Effectivement, il n'y a pas de quoi. Moi, je crois que c'est important de faire la clarification, comment on dit, maturité, maturation même, comme son nom l'indique, c'est vraiment dans le cadre du process. Merci beaucoup encore. Donc, je vais repasser la parole à qui veut la prendre encore dans l'assistance. On va prendre encore 2 ou 3 questions. Oui? John, merci. Oui, monsieur Modumboy. Oui, ça va bien. Comment tu vas? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Ben, je te cède la parole, hein. Tu as la parole. Voilà, mais merci beaucoup, cher professeur. Je remercie notre coordonnateur Moustapha pour cette présentation qui est limpide, très intéressante et fouillée. En tout cas, moi, ça me permet de revisiter plus ou moins une thématique que j'ai eu à aborder dans le cadre de ma formation en PPP à l'APMJ, mais que je n'ai plus revisité depuis. Et ça a été très intéressant pour moi, tous ces échanges-là. Bon, par contre, il y a certains points sur lesquels, si vous le permettez, je voudrais réagir. Notamment, je pense que sur la dernière question, comme l'a si bien dit Moustapha, moi je pense que Moustapha, il faut peut-être dire qu'il n'y a pas de point de non-retour dans les projets PPP. C'est-à-dire, peu importe
le stade où on est dans le cadre du processus de PPP, pour moi, il n'y a pas de honte à faire demi-tour. Si on a un projet et qu'on ait déjà fait du market sounding, qu'on ait déjà dépassé les stades d'élaboration et tout ça, les stades d'approbation, quel que soit le niveau ou le stade où on se trouve, plutôt que d'engager les finances publiques et des générations sur plusieurs années, à mon avis, s'il y a des choses qui font qu'on doit faire un marche arrière, il faut le faire. Même si maintenant, derrière, après, ça nique ou ça sape la réputation d'un gouvernement, que d'engager peut-être un projet PPP à un moment donné pour des raisons ou une autre de faire marche arrière, quoi. Bon, peut-être c'est le petit commentaire que je voulais faire de plus pour être tout à fait d'accord avec Moustapha, que ça peut arriver, mais si ça n'arrive pas fréquemment, c'est que effectivement, il y a les questions de réputation, mais il y a aussi les questions des études de préfaisabilité qui sont déjà effectuées à ce stade. Autre point sur la durée, je pense que mon commentaire sur la durée, c'est de dire que en dehors de tout ce qui a été dit et qui me semble être correct, c'est de dire que pour moi, les États devraient aussi envisager parfois d'aller vers des limitations, voilà, des durées planchées. Parce que, effectivement, l'idée, c'est de dire que le principe, c'est que la durée est en fonction du projet. Donc, d'ailleurs, pour en avoir le cœur net, quand le projet va mal, l'une des trois solutions pour rééquilibrer le contrat consiste parfois à agir sur la durée. Et généralement, si on n'agit pas sur la durée, on agit soit sur les recettes du gouvernement ou bien sur les recettes du partenaire privé. Donc, c'est pour dire que la durée, c'est un élément impactant. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes dans le projet, pour rééquilibrer, nous, on a connu cette histoire-là où Moustapha le connaît mieux que moi, où quand il s'agit peut-être de rééquilibrer plus ou moins les recettes, le manque à gagner par rapport aux estimations sur l'autoroute à péage, que les experts comme Moustapha, qui avaient préconisé à l'État d'aller vers que trois solutions théoriques possibles. Donc, pour rééquilibrer plus ou moins le contrat, c'est-à-dire soit de diminuer la durée du contrat parce que le privé en gagnait trop par rapport aux estimations, soit d'augmenter les recettes de l'État pour compenser ce manque à gagner actuel, soit de diminuer les recettes du privé pour être à hauteur. Mais comme je l'ai dit, la durée est un élément qui dépend de chaque projet. Mais pour moi, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que les générations ne peuvent pas imposer à d'autres générations, voilà, des règles. Ça aussi, pour moi, c'est une règle qu'il faut prendre en compte. Et aujourd'hui, laisser des gens signer des contrats de 50, 60, 70 ans, déjà, premièrement, on permet à des générations d'imposer à d'autres générations des règles. Deuxièmement, il y a l'évolution technologique et l'innovation qui fait que les choses changent tellement que ce qui est valable dans 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans va changer. Donc, mieux vaut considérer le principe que la durée est fonction du contrat, mais quand même fixer des durées planchées qu'il ne faut pas dépasser en 10 ans, dans 40 ans. Un contrat ne pas dépasser 50 ans. Comme il a donné l'exemple des États comme les États d'Amérique, surtout les États d'Amérique du Sud, voilà, qui ont plus ou moins dans leur législation fixé des durées planchées. Donc, en dehors de ça, me réjouir d'être là et je suis tout à fait heureux. Je redonne la parole. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais voulu intervenir, mais peut-être que comme le temps ne le permet pas, je n'ai pas trop abusé du temps, quoi. Merci. Non, non, Modou, rassure-toi, hein. Tu as complété et puis tu as aussi enrichi nos connaissances. Donc, je ne pense pas que le coordinateur dira le contraire. Ce n'est pas ça, coordonnateur. Merci beaucoup. Exactement. Nous félicitons de la contribution de Modou, assez intéressante et qui permet de mieux comprendre surtout la question de la durée, quoi. Donc, merci à Modou. Voilà, merci beaucoup, Modou. Donc, on va prendre encore deux dernières réactions, s'il vous plaît. On ne va pas épuiser notre présentateur du jour. Sachant que c'est le week-end, il doit se reposer. Certainement, il a des projets à gérer encore pour la semaine prochaine.
Donc, on va prendre 2 questions par lesquelles on va sortir. Vraiment, vous avez l'opportunité, comme je l'ai dit, d'avoir un expert et puis les experts même aussi qui peuvent compléter les réponses qu'il va apporter. Et en ce jour, donc, profitez-en pour poser vos questions dans le cadre de ces formations. Ce sont des formations inédites et voilà, ça n'a pas cours tous les jours. Donc, quand vous avez un expert comme ça devant vous, autant mieux profiter pour poser vos questions et puis voilà. Donc, il n'y a plus de questions. Est-ce que quelqu'un voulait prendre encore la parole? Personne. Mais je voudrais donner bien volontiers la parole à M. Mansour Gueye, pour qui j'ai beaucoup de respect, hein, qui est un expert senior. Et je pense qu'il a certainement quelque chose à dire. Monsieur Gueye, est-ce que vous êtes là? Monsieur Mansour, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Bonjour, président. Comment vous allez, monsieur Mansour? Oui, ça va bien. Voilà. Et bonjour, bonjour, monsieur Diaïté. Monsieur Dité, Monsieur oui. Diaïté. Bonjour, doyen Mansour. Mes respects, mes hommages. Donc, j'ai bien écouté, hein, et apprécié votre intervention et les différents commentaires qui ont été apportés. Donc là, je n'ai j'allais dire rien à dire, sauf applaudir et encourager tout le monde à aller dans cette voie. Surtout en ce qui concerne la commande publique au Sénégal et en Afrique, qui doit intégrer, en plus des marchés publics, tout ce qui est contrat de partenariat public-privé. Il faut un engagement de nos gouvernants, de nos États, et une promotion, pas seulement des petites et moyennes entreprises, mais que l'on crée, je ne dirais pas une bourgeoisie nationale, mais qu'il y ait de grands investisseurs africains qui puissent prendre en charge cela. Parce qu'on remarque effectivement que quand on parle de partenariat public-privé, ce sont les Occidentaux, je n'ai rien contre les Occidentaux, ou de personnes venant de pays en dehors de l'Afrique qui prennent en charge cela, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut qu'il y ait un engagement de notre secteur privé, qu'il y ait des incitations aussi pour que le secteur privé africain puisse participer de façon active, parce que les incitations sont, à mon sens, beaucoup plus favorables au secteur privé étranger, parce qu'on leur redonne des marges préférentielles dans le sens de groupement avec des Africains, ou bien de l'utilisation de la main-d'œuvre africaine, ou de le fait d'utiliser le capital de nos industriels. Alors là, si on faisait les mêmes faveurs aussi au capital africain, à nos investisseurs africains, ce serait mieux. Mais ce que je lis dans les textes, les clauses préférentielles concernent essentiellement les étrangers qui viennent investir. Voilà ce que j'avais comme
commentaire à faire d'ordre général. Je ne me suis pas très bien préparé. Merci, Président, quand même, de m'avoir interpellé sur ces questions. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Mansour. C'est une contribution, vraiment, je pense. Je crois que le coordonnateur a quelque chose à dire. Oui, non, mais je me félicite de la présence du doyen Mansour Ghali, qui est connu pour son expertise, sa technicité, mais également son engagement pour la promotion de la commande publique de façon générale. C'est pas rien qui est là aujourd'hui avec nous. C'est quelqu'un que nous respectons, le travail qu'il a fait, dans le sens de la consolidation des acquis sur le terrain de la commande publique. Donc, sa contribution également est presque un cri du cœur, mais que le législateur sénégalais a entendu et suffisamment pris en charge. D'ailleurs, si vous regardez bien notre réglementation, on a même relifté la notion de secteur privé national en agissant sur le capital et le personnel. Le texte exige que le capital soit souscrit au moins par 50% de ressortissants, ou que le personnel soit composé au moins de 50% de ressortissants. Donc, ça a des efforts remarquables. Hein. Moi, aujourd'hui, je suis fondamentalement convaincu que le privé a une carte à jouer dans le cadre de la réalisation. On lui a fait de la place. Maintenant, vous savez, il y a un effort aussi que le privé doit faire. Ça aussi, c'est ça, là, à mon avis, c'est là où il y a quelques ratés et quelques retards. Aujourd'hui, nous avons un secteur privé national quelque part dispersé, peu organisé. Et moi, je parle en connaissance de cause. Dans le cadre de certains projets, on a du mal à trouver un secteur privé qui puisse capter les parts qui lui reviennent de droit. C'est d'ailleurs le FONSIS qui se voit obligé de prendre ses parts en attendant de voir un privé national qui puisse le prendre. Donc, à mon avis, il ne faut pas se battre pour qu'on puisse vous donner des avantages. Il faut développer les moyens de pouvoir capter ces avantages. Donc, si l'État a consacré énormément de mesures incitatives, il faut que le privé aussi soit à la hauteur de ces avantages en développant des stratégies en termes d'organisation pour pouvoir vraiment capter les parts qui deviennent de droit. Donc, c'est un combat que nous partageons, le doyen Mansour, mais quand même, l'État a fait beaucoup d'efforts sur ça. Et aujourd'hui, à mon avis, la balle est dans le camp du privé qui doit s'organiser et développer des stratégies en termes d'organisation pour pouvoir jouer le rôle qui est attendu de lui dans le cadre de l'exécution et de la réalisation de ce projet au grand bonheur des populations sénégalaises, parce qu'en le faisant, le développement sera introverti, la croissance sera introvertie et la population pourra en bénéficier. Merci, doyen, et je vous donne la parole au modérateur. Merci encore. Merci, monsieur le modérateur. Nous comprenons que notre secteur privé a un grand rôle à jouer dans le cadre du développement des projets et même de leur exécution. Je vous remercie encore une fois de plus. On va prendre encore une question. Je vois qu'il y a certains qui nous ont rejoints entre-temps. Est-ce qu'il y a des questions et des réactions encore, une fois de plus? Des questions, plus de réactions? Oui, Eric. Oui, Moudou, vas-y. Mais je reviens puisqu'il n'y a pas... Bon, j'aimerais interpeller Moustapha sur deux choses. Est-ce qu'il a le sentiment, est-ce que vous avez, Moustapha, le sentiment que l'information, voilà, l'information qui doit parvenir au secteur privé par rapport à tous ces changements-là, que le nouveau cadre de la commande publique de façon globale aujourd'hui a introduit, est-ce que cette information est assez partagée avec le secteur privé? Voilà, parce que si on a des parts qui nous reviennent de droit et que le FONSIS soit obligé à un moment donné de le capter en attendant que des privés se manifestent, cela peut vouloir dire peut-être que le privé n'a pas peut-être les moyens de sa politique, mais cela peut vouloir dire aussi que le secteur privé parfois n'est pas peut-être informé. Est-ce qu'il y a une information et une formation de ce secteur privé-là? L'information et la formation qui sont peut-être pour moi deux vecteurs qui peuvent les permettre d'être à jour par rapport à toutes ces innovations-là
que je partage avec toi, Moustapha, qui sont extrêmement importantes aujourd'hui. Moi, je pense que le dispositif a été très généreux envers le secteur privé national. Et ça m'amène à une seconde question par rapport à aujourd'hui l'évolution dans le cadre de ces PPP. C'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez aussi, vous n'avez pas le sentiment que dans le cadre des projets PPP, que nous avons besoin réellement parfois des privés qui doivent aller de concert, des accords de groupement. C'est-à-dire, est-ce que les privés ne doivent pas aujourd'hui réfléchir à des formules telles que des accords de groupement pour aller vers ces projets-là? Moi, je ne parle pas des contrats forcément réservés, mais au-delà des contrats réservés, c'est pour pouvoir capter les marchés les plus importants dans le domaine des PPP. Est-ce qu'ils ne doivent pas aller vers des groupements, au-delà des mécanismes de sous-traitance, des contrats réservés et tout ça qui leur permettent de capter une part de marché? Est-ce que la stratégie et la technique des groupements ne peut pas être aussi une solution? Et si oui, avez-vous le sentiment qu'ils vont souvent en groupement? Moustapha, 2 questions. Merci beaucoup, Moni. Laisse le Cordo répondre. Mais pour la première question, moi, je dis tout de suite, le privé a bien l'information. Parce que quand on vous dit, dès la construction du portefeuille de projet, le document est publié. Tout le monde a accès à l'information. Il n'y a pas de ce moment, un privé qui est intéressé par un projet peut s'organiser et nouer les partenariats nécessaires pour pouvoir participer à la réalisation de ce projet. Mieux encore, l'autorité contractante qui déroule son projet doit publier un plan de passation, des sources précises. Vous savez, le portefeuille, c'est juste des intentions de projet. Mais dès qu'on est dans le plan de passation, c'est parce qu'on a fini la préparation et tout, on est sur le point de lancer. L'information est partagée avec tout le monde. Le privé a bien l'information. Le problème, est, le verre est dans le fruit. Le problème, c'est ce privé qui aujourd'hui, à mon avis, vous savez, l'investissement, c'est de l'audace. Quand le feu Mansour Kama, bon, ceux qui ne sont pas sénégalais, il a été un des barons de notre secteur privé national. Hein. Il a dirigé la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Quand il rentrait dans le capital de la SONES à l'époque, mais il y a certains privés qui le prenaient comme un fou. C'est-à-dire, c'est une question de mindset, en fait. Et aujourd'hui, vous savez, sur les PPP, à mon avis, même l'administration doit se mettre à niveau aujourd'hui. Les gens n'ont pas encore compris les bienfaits et les opportunités que présente ce outil-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens font tout pour contourner, parce qu'ils ne comprennent pas. Le privé également, à mon avis, a un travail de mindset. C'est là où, quand tu parles d'information, de vulgarisation, c'est là où je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire de sensibilisation. Le terme le plus approprié, c'est de sensibilisation. C'est-à-dire c'est des opportunités qui leur passent sous le nez sans qu'ils ne les saisissent. Alors c'est juste des efforts. Parce qu'en fait, le PPP, la particularité, c'est que le privé n'a pas besoin d'avoir le financement dans ses comptes. C'est le contrat qui est signé avec l'État qui constitue l'instrument de négociation du prêt. Donc, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a même pas un problème de disponibilité de liquidité financière. C'est juste un problème d'organisation et de mindset. Mais malheureusement, aujourd'hui, à chaque fois qu'on a une rencontre avec le secteur privé national, c'est la même rengaine. Je me pose des questions, je dis, mais attendez, tout ce qu'on a fait, nous, tout ce que notre réglementation comporte en termes de mesures incitatives, de mécanismes incitatifs, de promotion du secteur privé national, vous ne le savez pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sens pas le secteur privé. C'est là où, à mon avis, peut-être l'État doit, et moi, entre nous, j'ai eu à avoir une entrevue, une discussion avec la directrice du secteur privé national au Sénégal pour dire, mais il faut organiser ce secteur privé national, essayer de les organiser. S'ils ne s'organisent pas de façon spontanée, l'État doit faire l'effort, parce que sinon, tous les efforts que l'État fait
risque d'être d'avoir l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. Il y a peut-être un encadrement qu'il faut initier, peut-être qu'il y a plus de sensibilisation qu'il faudra faire, mais il n'y a pas un problème d'information. L'information, elle est là, disponible. À tous les stades de la procédure, il y a des documents qui sont publiés, portés à la connaissance de tout le monde. L'opportunité d'investissement est là, elle est connue de tous. Et aujourd'hui, c'est comment capter l'effort d'organisation qu'il faut faire, l'encadrement. C'est là où, à mon avis, les responsabilités quelque part peuvent être partagées. Le privé a un rôle à faire. Et vous savez, mais la société du secteur privé national aussi est assez particulière. Hein. Ce n'est pas le débat, mais on pourra peut-être un jour y revenir. Nous avons un secteur privé qui est assez particulier et qui ne facilite pas l'organisation qui est nécessaire pour assurer leur implication effective dans la réalisation de ces projets. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je me permets de rebondir, effectivement, parce que c'est très intéressant. Coordonnateur, est-ce que, d'une part, ce n'est pas plutôt, ou bien, disons que cette réticence du secteur privé face aux projets de grande envergure, les projets complexes, n'est-il pas forcément dû au fait que on voit en ces projets-là je veux dire ça comment, des viviers qui sont profitables plus aux entreprises étrangères, aux autres multinationales. Est-ce que derrière, quelque part, l'État n'est-il pas forcément coupable de ce mindset-là? Pourquoi je dis ça? Parce que on a un État qui chaque fois passe le temps à légiférer, à s'atteler à la réglementation, mais qui derrière aussi essaye de sous-catégoriser les entreprises locales. On se contente parfois de certaines parts du marché plutôt que de la grosse part du marché même. Donc, généralement, quand on voit des sociétés de projets qui sont constituées, on voit en tête de liste des grosses multinationales et puis les entreprises locales se contentent des petites parts. Elles se contentent de gagner des contrats de sous-traitance et tout. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une responsabilité de l'État qui ne fait pas correctement la promotion des initiatives qu'elle prend ou bien des moyens et des mesures qu'elle met sur pied pour attirer le secteur privé national à s'intéresser à ce type de projet. Donc voilà un peu, je rebondis sur la question de Bodo. Je crois que ça nécessite forcément une... Eric, oui. Oui, vas-y, Bodo. Oui, en fait, c'était pour dire à Moussafa qu'effectivement, je partage ses arguments. Mais bon, moi, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a un travail, qu'on l'appelle de sensibilisation, d'information. On peut l'appeler comme on veut, mais il faut... Ou d'organisation même du secteur privé, comme il l'a appelé. Mais je pense qu'il y a un travail à faire au niveau du secteur privé. Mais il y a un autre travail aussi à faire au niveau du secteur public, parce qu'aujourd'hui, mais toutes ces réformes-là, qu'est-ce qui est chargé de veiller au respect par les autorités contractantes de ces dispositions? Il n'y en a pas encore. Quelle structure? Quelle organisation? Est-ce qu'il y a une autorité qui est censée veiller au respect de ces dispositions? Alors qu'il y a énormément de choses aujourd'hui qui ont évolué. Énormément de choses. Dans le domaine des PPP, comme vous l'avez rappelé, les marchés de moins de 5 milliards, il y a une faculté de les donner exclusivement à des entreprises nationales. Sur les parts de la composition des sociétés, voilà, il y a une part de 33% qui peut être réservée à des entreprises du secteur privé, qui peuvent le constituer avant ou après. Donc, sans compter le fait que dans le domaine des marchés, il y a beaucoup d'autres innovations sur les jeunes, sur les femmes, sur les personnes à mobilité réduite. C'est des mesures extrêmement importantes pour une catégorie de couche sociale ou d'entreprise. Mais après, est-ce qu'il ne faut pas aussi veiller au respect par les autorités contractantes de toutes ces dispositions-là? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cette dimension? Le respect de ces engagements-là qui figurent dans les textes. Bordeaux, ça fait beaucoup de questions, mais bon, le coordinateur va reprendre. Non, mais en fait, ici, il y a des organes de contrôle. Il y a des organes de contrôle techniques, comme des notes, d'organes d'experts, qui existent dans tous les pays de l'UEMOA.
l'unité nationale d'appui autorité, il y a également l'organe de contrôle, la DSMP. Et quelque part même, a posteriori, la RMP. Donc, toutes ces prescriptions-là qui sont énumérées par le texte, l'autorité compétente n'a pas la possibilité de passer outre, sous peine de se voir rappeler à l'ordre par les organes de contrôle. Nous veillons à ce que ça soit scrupuleusement respecté. Hein. Ça soit scrupuleusement respecté. Par exemple, si je prends l'exemple des 33%, le texte a prévu la possibilité de varier un peu sur ce pourcentage. Lorsque l'économie du contrat le prévoit, nous, quand une autorité contractante nous dit qu'elle va aller en deçà de 33%, on demande des justifications économiques et financières, ou quelque part même techniques, qui peuvent autoriser cette baisse du taux qui est légalement accompli par le privé national. S'il y a un contrôle, le contrôle, il est là, il est effectif, il est même vigilant. Maintenant, le problème, à mon avis, comme je le dis souvent, le nerf est dans le verre, le verre est dans le fruit. Nous avons un secteur privé assez réticent, qui n'est pas encore ouvert véritablement aux opportunités que présentent les PPP. Peu aujourd'hui comprennent les enjeux. Parce que quand vous avez un cadre qui te permet, toi, en tant que secteur privé national, de proposer même la réalisation d'un projet, il ne parle même pas de la procédure, participer à une procédure. Le privé peut construire. Il y a quelques privés qui, moi personnellement, c'est souvent on dit, regarde-moi cette offre-là, est-ce que je vais essayer? Il y a certains qui, mais la plupart, ils n'ont pas compris. Donc, c'est quand il y a un travail de sensibilisation, d'organisation, c'est là où nous sommes d'accord, il y a un travail de sensibilisation. Sensibilisation, pas dans le sens de donner l'information, parce que l'information est sur la place publique. Sensibiliser, mais par rapport aux opportunités. Et peut-être, quelque part, ça peut être même un problème d'expertise, parce que aussi, il faut l'expertise pour construire tout ça. Et quelque part, même un problème d'organisation. C'est là où peut-être, je suis d'accord, l'État a un rôle à jouer, parce que le secteur privé national, il ne faut pas le laisser à lui-même. Aujourd'hui, le Maroc, si le Maroc a un secteur privé national fort, c'est parce que le roi ne les laisse jamais en rade dans le cadre de ses voyages officiels. Le roi leur cherche même des opportunités. Et sur le plan local, on lui donne la possibilité de se développer. Donc, l'État a forcément un rôle. Ce n'est pas pour rien qu'une direction du secteur privé national a été créée. Parce que l'État sait qu'il y a un rôle qu'il doit jouer. Mais le secteur privé national aussi, il y a un travail qu'il doit faire. Et ce travail, on ne le sent pas. Et si on regarde un peu la sociologie, encore une fois, du secteur privé national sénégalais, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de problèmes qu'il faut savoir adresser. Et finalement, je me demande même si on ne devait pas appeler, convoquer les assises nationales du secteur privé national pour peut-être discuter de ces questions-là. Mais comme il y a une réticence réelle, on ne sent pas, moi qui suis au cœur de la réalisation des projets publics, on ne sent pas le secteur privé national. On ne le sent pas. Et si on ne le sent pas, c'est parce qu'il y a des problèmes. Ces problèmes-là, maintenant, il faut les analyser, les adresser pour peut-être les aider à avancer dans le sens de la participation, de la réalisation des projets publics. Merci. Merci encore. Je ne sais pas, Modou, tu as une réaction par rapport à ce qui a été dit, c'est bon? J'ai été éclairé? Je suppose oui, que... John. Voilà. Oui, non, c'est parfait. Ce n'est pas des positions divergentes. Je pense que c'est convergent, mais peut-être le coordonnateur n'avait pas trop saisi. Moi, je faisais allusion surtout au fait que je sais qu'il y a des organes de contrôle à tous les niveaux, hein, que ce soit l'UNAP, que ce soit les organes de contrôle a priori et a posteriori. Mais moi, sur ces mesures-là, qui sont plus ou moins des mesures incitatives et des mesures nouvelles, peut-être que je suis trop optimiste, mais moi, je réfléchissais aujourd'hui, surtout si je conjugue ce phénomène-là au fait que beaucoup d'autorités contractantes sont tentées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères qui sont tentés de signer beaucoup de contrats qu'ils appellent des contrats sui generis. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà rencontré cette pratique-là, où on parle de contrats sui generis, mais qu'à l'analyse, quand vous regardez le contrat, vous voyez que c'est véritablement des contrats PPP. Mais de façon détournée, en l'appelant contrat sui generis, ça leur permet d'échapper à tout un ensemble de procédures qu'ils auraient dû respecter. Et finalement, à mon avis, quand tu conjugues les deux phénomènes, moi, je pensais à l'idée d'une autorité
déjà pour la restauration de l'orthodoxie sur les contrats par les autorités contractantes, mais au-delà de ça, du respect de toutes ces mesures-là d'incitation. C'est-à-dire aujourd'hui, pour moi, la DCMP, l'ARMP, l'UNAP, et tout ça, c'est des autorités qui, une fois saisies d'une question, peuvent donner leur point de vue, mais ne peuvent pas, sauf dans une approche proactive, peut-être se mêler d'autres problèmes pour lesquels ils ne sont pas saisis directement, sauf dans le cadre d'un audit de découvrir des faits ou des éléments qui puissent leur permettre de se saisir de telle ou de telle autre affaire. Et c'est en ce sens-là, moi, que je pensais qu'il peut être utile aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui est censé veiller au respect de ces mesures incitatives par les autorités contractantes. Par exemple, et là, peut-être je vais sortir carrément de la commande des PPP forcément et être dans la commande publique de façon globale. Par exemple, marché réservé à des femmes, 30%, ou 20%, ou 5%. L'autorité a son PPM. Combien de marchés il a inscrit? Quel est le montant? Est-ce qu'il a respecté la part qui est prévue? Etc. Telle autorité aussi a son pipeline. Est-ce que dans son pipeline, il y a l'idée de réserver une partie, sauf que dans les PPP, effectivement, c'est à l'aune peut-être de l'exécution qu'il peut être beaucoup plus facile de contrôler le respect de ces mesures d'installation. Mais moi, je pensais à comment aujourd'hui envisager une autorité haute qui est chargée de veiller au respect de ces mesures d'installation. Je ne sais pas si c'est possible. Et je ne suis même pas sûr que si ça existe dans d'autres pays. Hein. C'est vrai que j'ai une petite expérience théorique des PPP, mais je ne suis pas sûr que ça existe dans d'autres pays. Des autorités comme ça, mais en tout cas, j'ai à peu près peur des lendemains de notre commande publique si ça continue à marcher comme ça, où il y a beaucoup de mesures d'incitation qui sont là, théoriques, qui ne servent rien dans la pratique parce que le secteur privé n'en profite pas. Et à côté des autorités contractantes qui utilisent plusieurs techniques pour sortir des mailles du filet, c'est un peu plus compliqué comme système, à mon avis. Hein? Évidemment, c'est vraiment compliqué. Merci beaucoup, encore Moudou. Donc, il faut plus de pédagogie. Je crois que tu suggères qu'il faille mettre plus de pédagogie, plus d'accent sur la pédagogie de la commande publique, bien sûr, ces mesures incitatives. Je crois que le coordonnateur était en tournée récemment au Sénégal dans ce cadre-là. C'est bien ça, Cordo. Cordo, est-ce qu'il est là? Oui, monsieur le professeur. Oui, je disais que, comme Modou l'a dit, il pense que les mesures incitatives sont peu connues ou bien mal connues du secteur privé. Je crois que vous étiez, vous qui représentez la personne publique ou les collectivités publiques, vous étiez en tournée dans le pays, je crois, pour faire une sorte de pédagogie sur les mesures incitatives afin d'attirer de plus en plus le secteur privé à s'intéresser à ces projets-là. Oui, bon, c'est vrai que communiquer davantage, bon, parce que les gens peuvent comprendre en retard, sensibiliser davantage, mais bon, la loi est là, hein, elle est publiée, le travail de vulgarisation a été fait. Bon, peut-être on peut considérer à l'évaluation qu'il est possible de communiquer encore, mais je pense que le problème, c'est pas un problème d'information, ça c'est mon sentiment, hein. Mais le problème, il est complexe, un secteur privé assez complexe. Il faut peut-être, à mon avis, nourrir la réflexion pour mettre en évidence les véritables contraintes. Et peut-être après maintenant, essayer de trouver des solutions, quoi. Mais dans tous les cas, un travail d'encadrement, un travail de sensibilisation pour la aux opportunités, peut-être toujours envisagé. Donc ça, c'est mon sentiment sur la question. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière réaction, s'il vous plaît? Au niveau de l'assistance, il n'y a plus de réaction. Ceux qui nous ont rejoints.
Est-ce que vous avez des questions préparées peut-être à l'avance sur le market sounding? Non, je crois qu'on a fait le tour, hein, on a fait le tour des questions et on arrive au terme de cette session de formation. Je suppose que si personne ne veut plus poser des questions, ça veut dire que le coordonnateur a suffisamment été exhaustif dans ses propos. Je pense aussi que à travers les questions qui ont été posées, les réponses qui ont été apportées, chacun a su tirer son épingle du jeu. Donc, tout le monde part ici étant enrichi. Et puis, voilà, de ce qui concerne la pratique du market sounding. Donc, comme il l'a rappelé, je voulais vraiment encore insister là-dessus. C'est pas une pratique qui a été soit codifiée, soit réglementée, mais c'est une pratique qui est fidèle aux enjeux commerciaux d'un projet, aux enjeux, aux gros intérêts liés à la faisabilité du projet. Donc, voilà, il a insisté sur les points s'agissant de l'objet, les acteurs à consulter, le temps du sondage, les modalités pratiques. Il a cité au passage quelques écueils sur l'exercice même dans le cadre du market sounding et il a proposé des clés de réussite pour le sondage. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre session d'information. Je tenais déjà à vous remercier une fois de plus pour vous qui, depuis la semaine dernière, avez été avec nous. Je suppose que ceux qui étaient là la semaine dernière et qui n'ont pas pu être là cette semaine avaient effectivement des choses déjà de programmer. Bon, j'ai néanmoins tenu à enregistrer cette séance pour pouvoir leur partager le lien. Nous pourrons plus tard visionner à nouveau l'enregistrement. Et je pense que ça leur permettra d'être au même pied d'égalité que ceux qui ont été présents aujourd'hui. Mais vraiment à vous remercier, comme je l'ai dit. Et voilà, je vais céder une dernière fois encore la parole au coordonnateur, parce que normalement l'honneur lui revient. Je lui dis merci à nouveau pour sa disponibilité, pour sa générosité intellectuelle. Il arrive vraiment à simplifier la pratique de la commande publique dans le cadre de ces présentations, où vraiment qu'il y a de la matière en termes de pédagogie et d'expertise. Donc, coordonnateur, je voudrais vous passer le dernier mot avant de clore la session. Monsieur le professeur, c'est moi qui vous remercie d'abord personnellement pour la belle illumination que tu as eue en m'invitant à cette réflexion. Donc, ça a été un plaisir pour moi de partager sur des questions relativement complexes concernant les partenariats publics-privés. Je remercie donc votre centre et je vous félicite. Je vous encourage à œuvrer davantage dans le sens de la promotion de la commande publique en Afrique parce que vous savez, moi je considère aujourd'hui, et je suis fondamentalement convaincu de ça, la commande publique est devenue un outil d'investissement, est devenue un outil de politique publique, un instrument de politique publique. Si aujourd'hui on arrive à maîtriser la commande publique, à exécuter les procédures de la façon la plus régulière possible, à mon avis, les sujets de développement que nous avons seront très rapidement atteints. Parce que pendant très longtemps, les pays africains se sont focalisés sur la dimension de mobilisation des ressources publiques et sur la dimension d'exécution de la dépense publique. Et entre les deux, il y a des procédures à suivre. Et ces procédures-là, c'est des procédures de la commande publique. Aujourd'hui, en Afrique, toutes les écoles de formation de l'administration que nous avons, elles ne forment pas de façon spécifique, avec une section isolée sur les commandes publiques. À mon avis, c'est une erreur qu'il faut très rapidement corriger. Si on forme les gens à collecter les ressources, on forme les gens à exécuter les dépenses, il faut les former à dérouler les procédures. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, tout ce que nous faisons, nous, dans le cadre de nos centres-là, votre centre, mon centre, le centre d'études et de recherche en commande publique que j'ai l'honneur de diriger, nous avons compris qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est au niveau de ces procédures. Il faut que les procédures soient maîtrisées, il faut qu'elles soient exécutées, mais exécutées aussi de façon régulière. Si on arrive à le faire, les objectifs que nous avons en termes de croissance, de développement, etc.,
il y aura plus d'écoles, il y aura plus d'hôpitaux, il y aura plus de routes, il y aura plus d'infrastructures sociales, économiques, capables de porter les structures de croissance que nous avons. C'est en cela que votre centre a toute sa pertinence. C'est en cela que les réflexions que nous menons ont toute leur pertinence. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons tous comprendre que nous devons rester sur ce sillon, parce que c'est ce sillon-là qui mène vers la croissance. Donc, ça a été un plaisir renouvelé de partager cet après-midi avec vous autour d'une question qui, à mon avis, est assez importante dans le cadre de la conduite de nos projets. Donc, je vous remercie et je renouvelle ma disponibilité pour toute autre réflexion qui peut rentrer dans le cadre que je viens de tracer tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, coordinateur. Merci encore à tous pour votre participation. Merci pour ces mots aimables. En tout cas, nous allons continuer de travailler dans le cadre de la promotion de la commande publique en Afrique, comme vous l'avez dit. C'est un domaine aujourd'hui qui est devenu vraiment un outil de politique publique. Et nous espérons que de plus en plus d'initiatives comme celle-ci, des think tanks, peut-être des plaidoyers même, des ouvrages collectifs sur les pratiques, bien, sur la théorie de la commande publique pourront être mis en place pour accompagner vraiment nos gouvernants, mais aussi accompagner le secteur privé à s'intéresser de plus en plus à cet instrument de développement. Donc, merci à tous pour votre participation. Nous arrivons au terme. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée et on se dit à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir. Allez, au revoir. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci encore à Merci, la au revoir. Bonne soirée à tous. Voilà. Et puis arrivé quand les gens partent, là. Au revoir.